Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 13 novembre. « 404e jour du génocide de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'alourdit à 43 712 martyrs et 103 258 blessés. Famine dans le nord de Gaza, l'Algérie appelle le Conseil de sécurité à agir de manière résolue pour imposer un cessez-le-feu et à mettre un terme au châtiment collectif dont est victime la population. L'entité sioniste intensifie son agression contre le Liban, où le bilan des victimes depuis octobre 2023 passe à au moins 3 665 martyrs et 14 344 blessés. Et puis la question du Sahara occidental s'invite à la COP29 en Azerbaïdjan. Des militants pointent du doigt l'instrumentalisation des projets environnementaux par l'occupant marocain. Nous ferons le point avec un militant sahraoui depuis Bakou. Bonsoir à tous. Le génocide de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza se poursuit pour le 404e jour consécutif. Le bilan de cette agression s'est alourdi depuis le 7 octobre 2023 à 43 712 martyrs et 103 258 blessés. Les forces de l'occupation sioniste ont commis au moins 7 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 47 martyrs et 182 blessés. Et parmi les massacres les plus meurtriers commis ce mercredi par les forces de l'entité sioniste figure celui de Jabalia au nord où au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs ont été blessés, le nord de Gaza étant toujours soumis à un blocus total depuis plus d'un mois. Et un peu plus au nord, à Beit Lahia, au moins 9 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des raids des forces de l'entité sioniste, dont 5 aux alentours de l'hôpital Kamal Adwan. Ces bombardements ont également fait de nombreux blessés. Par ailleurs, une attaque de drone des forces sionistes a fait un martyr et plusieurs blessés dans la ville de Rafah, à l'extrême sud de l'enclave palestinienne. Et au moins 3 Palestiniens, dont un enfant, sont tombés en martyr et 12 autres ont été blessés dans la région d'Al-Mawassi, à l'ouest de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. À Khan Younes, cette fois, au moins un Palestinien est tombé en martyr et plusieurs autres ont été blessés à l'issue d'une frappe des forces sionistes ayant ciblé des tentes abritant des personnes déplacées. Et le camp de Nusayrat, au centre de l'enclave palestinienne, a été la cible de frappes de la marine de guerre de l'entité sioniste. Ces frappes ont fait plusieurs martyrs, dont une fillette de 10 ans, ainsi que plusieurs blessés. L'attaque a eu lieu alors que nous étions assis dans notre salon, ici, à la maison. Je suis sorti en courant et j'ai trouvé ma fille et ses enfants ici, dans cette pièce. Ils étaient blessés et couverts de gravats, de poussière et de pierres. Et les voisins, bien sûr. Toute la maison a disparu. Dieu soit loué. Voici ce qui s'est passé. Ils les ont emmenés à l'hôpital. Les blessures vont de moyennes à légères. Il y a eu quelques morts dans la maison de notre voisin. Dieu soit loué.
Et l'intensification des agressions des forces de l'occupation sioniste dans le nord de l'enclave palestinienne vise à chasser les déplacés palestiniens, notamment des écoles qui leur servent d'abri. Plusieurs établissements du genre ont été incendiés, comme ce fut le cas pour cette école située à Beit Hanoun. Et je vous le disais en titre, l'Algérie a appelé le Conseil de sécurité à agir de manière résolue pour imposer un cessez-le-feu à Gaza afin de mettre un terme au châtiment collectif dont est victime la population. Un appel formulé à New York lors d'une séance consacrée à la question de la famine dans le nord de Gaza. Le point avec Asma Laïd. Merci Madame la Présidente. Par le biais de son représentant permanent auprès de l'ONU, Ammar Benjama, l'Algérie a exhorté mardi à New York le Conseil de sécurité d'agir de manière résolue pour imposer un cessez-le-feu à Gaza. De manière résolue, afin d'imposer un cessez-le-feu et un cessez-le-feu immédiat, un cessez-le-feu inconditionnel, un cessez-le-feu permanent, afin de mettre un terme au châtiment collectif du peuple palestinien à Gaza. Les organisations humanitaires ont à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme au sujet de la situation dans le nord de Gaza, alors que la communauté internationale reste incapable de mettre un terme à l'agression sioniste, a déploré le diplomate algérien. Alors que la communauté internationale reste incapable de mettre un terme à cette oppression des forces israéliennes d'occupation. Comme l'a dit le président Abdelmajid Tebboune, cette agression démontre clairement l'échec de la communauté internationale à faire respecter des règles universellement applicables. La famine fait souffrir la population palestinienne depuis plusieurs mois déjà, une situation que déplore l'Algérie. Démontre toute la gravité des privations infligées aux Palestiniens, et en particulier dans le nord de Gaza, où la population meurt littéralement de faim, de la famine. Il s'agit clairement d'une utilisation de la famine comme méthode de guerre, ce qui représente un crime de guerre. Au milieu de cette crise, les autorités d'occupation ont décidé de mettre un terme aux activités de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. Cette décision représente un nouvel acte de châtiment collectif contre la population palestinienne, a fait savoir le diplomate algérien. Cette décision représente un nouvel acte de châtiment collectif contre une population palestinienne qui dépend entièrement de ses services pour sa survie. Ces décisions aggravent encore leur souffrance et les privent de leur droit à la vie et à la dignité. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie continue de tirer la sonnette d'alarme au sein de l'organe suprême des Nations Unies sur l'aspect multidimensionnel qui caractérise le génocide sioniste à Gaza. En parlant de diplomatie algérienne, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères qui vient de nous parvenir et cette précision qui souligne que dans un mélange indu du commentaire et de la déclaration officielle établie, un organe de la presse privée a abusivement attribué au président algérien donc des propos sans fondement. Ces propos auraient été, selon cet organe, tenus par le ministre algérien des Affaires étrangères au nom du président de la République à l'occasion du dernier sommet arabo-islamique à Riyad, donc en Arabie Saoudite, comme en font foi la version écrite autant qu'audiovisuelle. La déclaration algérienne du sommet de Riyad n'appelle
en aucune manière et sous quelque forme que ce soit une réédition de l'embargo arabe de 1973. Le ministère des Affaires étrangères a souligné qu'une simple lecture de cette déclaration suffirait à constater les sanctions politiques, diplomatiques, économiques et militaires dont il est question, sont celles dont l'Algérie appelle à imposer à l'entité sioniste pour l'agression, le génocide, ainsi que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qu'elle perpétue impunément à Gaza et dans l'ensemble de la région. Et c'est dans ce contexte qu'une haute responsable de l'ONU a dénoncé la cruauté quotidienne subie par la population dans la bande de Gaza assiégée et bombardée par l'entité sioniste, décrivant des actes qui rappellent les crimes internationaux les plus graves. Les biens et services commerciaux essentiels, y compris l'électricité, ont été pratiquement coupés. Cette situation a entraîné une augmentation de la faim et de la famine et maintenant, comme nous l'avons entendu, une famine potentielle. Nous sommes témoins d'actes qui rappellent les crimes internationaux les plus graves. Les ambulances ont été détruites et les hôpitaux ont été attaqués. Les approvisionnements vers le nord sont coupés et les populations sont chassées vers le sud. La cruauté quotidienne que nous voyons à Gaza semble ne pas avoir de limite. Allez, ce 19h se poursuit. Tout de suite, notre dossier est consacré à la situation au Liban. L'agression de l'entité sioniste continue au Liban. Le ministère libanais de la Santé a annoncé ce mercredi que le nombre des victimes depuis octobre 2023 s'est alourdi à au moins 3 365 martyrs et 14 344 blessés, soulignant que 78 personnes étaient tombées en martyrs et 122 blessés depuis hier. Les forces de l'entité sioniste qui ont intensifié leur agression contre le Liban, entamée le 23 septembre, annonçant passer à la seconde étape de l'incursion terrestre. Au moins 16 Libanais sont tombés en martyrs et environ 36 autres ont été blessés à la suite de raids lancés par l'aviation sioniste sur la ville de Djoun dans le district de Chouf et la ville de Tyr au sud du pays. Beyrouth saigne de nouveau. Au moins 16 Libanais sont tombés en martyrs et environ 36 autres ont été blessés dans la nuit de mardi à mercredi à la suite d'une énième frappe sioniste aux environs de la capitale libanaise. L'aviation sioniste a en effet visé mercredi un immeuble résidentiel abritant des déplacés dans le district du Chouf, une région montagneuse au sud de la capitale. Faisant 16 martyrs, dont 8 femmes et 4 enfants, et provoquant d'importants dégâts matériels, les décombres couvrent les affaires des familles et des enfants victimes. Les frappes de l'armée d'occupation qui se poursuivent depuis plus d'un mois ont également visé plusieurs régions à travers le pays, notamment la grande ville de Nabatia ainsi que les zones de Haret Harik, Bir el-Abed, Roubaïri. Le bilan continue de s'alourdir au Liban, au moment où les inquiétudes gagnent du terrain auprès de la communauté internationale. L'escalade de l'entité sioniste à Beyrouth n'est pas sans rappeler un lourd passif d'agression sioniste contre des pays souverains de la région et à leur tête le Liban. Des manœuvres visant essentiellement à élargir le spectre de la guerre génocidaire que mène l'armée d'occupation contre la Palestine.
Et de nouvelles frappes des forces de l'occupation sioniste ont visé également ce mercredi pour la troisième fois en 24 heures la banlieue sud de Beyrouth, alors qu'une frappe séparée contre une localité densément peuplée au sud de la capitale a fait au moins 8 martyrs et 15 blessés, selon le ministère libanais de la Santé. Dans le même temps, une frappe des forces sionistes a visé un immeuble dans la localité densément peuplée d'Aramoun, au sud de Beyrouth. Et avec l'intensification des raids de l'entité sioniste sur la banlieue sud de Beyrouth, les habitants de la capitale libanaise ne cachent pas leur inquiétude. Ils appellent à ce que cessent les massacres commis à la fois dans leur pays et dans la bande de Gaza. La situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Au début, les frappes sionistes se limitaient au sud du Liban, à la Beka et Dahiyeh. Et maintenant, elles progressent. Par exemple, à l'aube, ils ont frappé Aramoun. Et hier soir, ils ont frappé Dahiyeh plus tôt que d'habitude. Ils avaient de l'habitude de frapper Dahiyeh la nuit. Maintenant, ils le font en plein jour. La situation s'intensifie de jour en jour. Objectif derrière l'extension des frappes, accord de cessez-le-feu pourrait-il être conclu prochainement? C'est possible, mais l'actualité politique montre que cela va prendre beaucoup de temps. Tout cela ne doit pas être toléré, cela doit cesser, ainsi que les massacres qui ont lieu à Gaza. Il n'a épargné personne, il a anéanti tout le monde. Il n'y a pas de droits de l'homme, pas d'ONU, rien. Il parle des droits de l'homme, des Nations Unies et de l'UNICEF. Il n'y a rien. Aucune organisation humanitaire ne fait quoi que ce soit. Allez, cette édition se poursuit à suivre l'actualité en Afrique. Tout d'abord, coopération. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi à Alger le ministre d'État, ministre des Industries minières et de la Géologie de la République du Congo, Pierre Oba. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence algérienne, Boualem Boualem, et du ministre algérien de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkaba. La situation au Soudan a fait l'objet d'une séance de haut niveau à l'ONU où le groupe A3+, a appelé les parties au conflit à convenir sans délai d'un cessez-le-feu pour jeter les bases d'un processus politique significatif et garantir la protection des civils dans le pays. Cet appel a été lancé à travers un communiqué du groupe A3+, lu par le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Ammar Benjama. Premièrement, nous appelons les parties à convenir, sans plus attendre, d'un cessez-le-feu pour jeter les bases d'un processus politique significatif et pour garantir la protection des civils au Soudan. Parvenir à un cessez-le-feu, qu'il soit local ou national, eh bien cela exige que les parties fassent preuve d'une forte volonté politique. Une telle volonté doit être nourrie par le biais de petites avancées et d'initiatives de renforcement de la confiance. Ainsi, l'organisation d'un deuxième cycle de pourparlers de proximité, ce qui a eu lieu à Genève en juillet, eh bien cela pourrait constituer un cadre utile pour renforcer la confiance entre les parties. Deuxième point, il est essentiel de mettre toutes les chances du côté des efforts de paix, en tenant compte des dynamiques et des réalités sur le terrain. L'actualité en Afrique, c'est aussi le régime du Makhzen marocain qui a une nouvelle fois torturé à mort un militant sahraoui dans une prison à l'Aïon occupée, dans les territoires du Sahara occidental occupés par le Maroc, selon des médias citant des sources proches
de sa famille qui ont réclamé une enquête sur ce crime et appelé à traduire en justice ses auteurs. La famille du citoyen sahraoui Omar Bahia Abdelmajid porte l'entière responsabilité de ce crime à l'occupation marocaine. Troisième jour de la conférence sur le changement climatique et la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Le Premier ministre kényan des Affaires étrangères a appelé ce mercredi à une augmentation du financement de la lutte contre le changement climatique, décrivant la dure réalité des impacts du changement climatique au Kenya. Au Kenya, les effets du changement climatique sont une réalité quotidienne. Nous connaissons actuellement des journées inhabituellement chaudes, alors qu'il y a seulement 5 mois, nous avons connu de terribles inondations qui ont entraîné la mort de 267 personnes et le déplacement de 281 000 personnes. Les inondations ont également détruit des infrastructures essentielles, dont 1967 écoles et 62 établissements de santé. En outre, les sécheresses de l'année dernière ont détruit les moyens de subsistance et tué plus de 2,4 millions de têtes de bétail. En marge de la COP29 en Azerbaïdjan, des militants pour les droits humains et le respect de l'environnement sahraoui, avec le soutien de diverses organisations internationales, ont lancé une campagne sous le slogan « Le vert du Maroc est taché de sang ». Tinhin Al-Makassi. La délégation sahraoui participant aux activités de la COP29 accuse le Maroc d'utiliser les conférences des Nations Unies sur le changement climatique pour verdir l'occupation du Sahara occidental, en incluant dans ses contributions déterminées au niveau national des projets situés au sein même du Sahara occidental occupé. La délégation sahraoui n'est pas la seule à pointer du doigt le greenwashing de l'occupant marocain. En marge de la COP29 qui se tient en ce moment même à Bakou, en Azerbaïdjan, les militants des droits humains et écologistes internationaux joignent leur voix à celle des Sahraouis et dénoncent par une campagne nommée « Le vert du Maroc est taché de sang » cette pratique. En effet, non seulement l'occupant marocain exploite illégalement les ressources du Sahara occidental, mais expose également la population sahraoui à un apartheid écologique, en la contraignant notamment à la vie de réfugiés. Les pratiques de l'occupant marocain sont similaires à celles de l'entité sioniste. Avec leurs partenaires, pour la plupart des entreprises occidentales, marocains et sionistes prétendent être à la pointe en matière de technologie verte. Mais ce développement durable doit être examiné à travers des perspectives interdisciplinaires qui tiennent compte du contexte colonial et néolibéral et les injustices environnementales qui affectent directement la vie des Sahraouis et des Palestiniens. Et nous allons justement parler de ce dossier tout de suite avec notre invité du soir. Et ce soir est avec nous Ahmadna Abdi, porte-parole et responsable des affaires étrangères de la jeunesse active sahraoui. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Alors, vous vous trouvez à Bakou pour la COP 29. Tout d'abord, comment donner de la visibilité à la cause sahraoui depuis la COP 29? Tout d'abord, je tiens à dire et remercier surtout à Algérie 24 News pour nous donner cette opportunité, encore une fois, pour donner de la visibilité à la cause sahraoui. Et pour dire à cette occasion, à la COP 29, je suis ravi d'être avec ma collègue Nabila Ahmed Hatem pour représenter la jeunesse active sahraoui et surtout pour porter voix à notre cause. Évidemment, l'objectif est toujours le même, de visibiliser la cause sahraoui, un peu méconnue dans certains pays, mais qui mérite tout à fait sa place dans les Nations Unies, et surtout que nous utilisons, c'est pas la première fois que nous participons à cette COP, c'est la dernière, nous avons participé à la COP 27, à la COP 28, et maintenant la COP 29, pour justement dénoncer l'occupation marocaine, dénoncer les actes justement génocidaires du Maroc et dénoncer la propagande ou le fait de la volonté du Maroc de verdir un peu son occupation alors qu'elle est tachée de sang, comme le disons dans notre
slogan, le vert du Maroc est justement taché de sang. Et justement, le Maroc, comme vous l'avez dit, utilise les conférences des Nations Unies pour justement justifier, ou plutôt verdir l'occupation des territoires du Sahara occidental. Cela est-il dénoncé par vous et par les autres militants aujourd'hui lors de telles conférences mondiales? Exactement, nous, pour dénoncer le colonialisme, on ne se sent pas seul. Nous sommes bien ravis d'avoir beaucoup de nos amis et de partout dans le monde pour mener avec nous cette action dénoncer le colonialisme. L'occupation, on la dénonce partout, on la dénonce face à l'ennemi israélien, à l'ennemi marocain, mais partout dans le monde, nous sommes unis en tant que jeunes, parce que la COP aussi, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est un espace diplomatique, mais aussi c'est un espace ouvert aussi aux jeunes activistes. Et comme nous, d'autres associations et d'autres organisations ont la chance de parler surtout sur leur cause et dénoncer les actes comme celui de Maroc, utiliser une politique pour légitimer un peu son occupation. Pour vous expliquer un petit peu, le plan est tout simple. Le Maroc commence tout d'abord à légitimer, vouloir surtout légitimer son occupation par ses ressources, les ressources naturelles. Nous savons tous que le territoire de Sahara occidental est un territoire abondant en termes de ressources naturelles et le Maroc est prêt à faire tout, surtout pour se bénéficier tout d'abord de ces ressources, financer l'occupation aussi, c'est un grand pas pour le Maroc. Ces ressources, il faut dire que le maintien justement de l'occupation est grâce à ces ressources naturelles de Sahara occidental. Nous parlerons du phosphate, nous parlerons aussi de la pêche, mais c'est un vrai moyen de financer l'occupation. Nous disons aussi que nos propres ressources financent l'occupation marocaine qui finance pas seulement une armée, mais aussi un mur avec 150 000 soldats et des colons sur place pour mener une oppression au peuple sahraoui et aux activistes notamment et défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, on le sait, cette conférence se tient dans un contexte particulier puisque, on le sait, la Cour de justice européenne a estimé et déclaré illégale l'exploitation des ressources sahraouies par des pays membres de l'Union européenne. Comment aujourd'hui le Maroc puisse encore plaider en incitant à l'exploitation de telles ressources exploitées illégalement? Alors, au cœur de l'accord de Paris de 2015, la COP précédente en France, et s'est déployé un programme, on va dire, de contribution déterminée au niveau national, qui consiste en fait à déployer des efforts pour réduire les émissions nationales. Et le moyen qu'a trouvé le Maroc et qui va dans son intérêt en tant que puissance occupante au Sahara occidental est justement attirer des autres entreprises internationales qui justement vont aider à l'exploitation des ressources, au pliage des ressources naturelles sahraouies et que justement ces contributions pour nous en tant que jeunes sahraouis ou en tant que sahraouis ne sont pas réelles car ces contributions incluent justement les territoires occupés de Sahara occidental. Et il faut dire en fait que ces contributions déterminées au niveau national sont souvent financées au niveau international. Donc, le Maroc va peut-être proclamer un pays vert, alors que justement, il y a un côté de l'occupation qui, eux, cherchent justement à implanter des projets un peu partout. Nous avons aujourd'hui des panneaux solaires, nous avons des éoliennes à Laayoune et à Dakhla qui justement font partie de ces accords et font partie de ces contributions qui ne sont pas seulement le Maroc, sinon que ça vient une aide internationale que le Maroc demande pour contribuer justement à leurs efforts pour réduire les émissions. Mais le Maroc a une seule mission, elle s'en fout un peu de côté vert ou de justement intégrer ces projets verts, mais plus souvent la méthode c'est chercher
à légitimer et à blanchir son occupation. C'est ça l'objectif principal, on va dire, du Maroc. Et c'est vrai que nous, ce qu'on exige aux Nations Unies, à un espace comme la COP, c'est que nous mettons à terme ces contributions. Le Maroc ne doit pas bénéficier de ces contributions car elles le mènent dans un cadre d'occupation, dans un terme illégal. Vous avez mentionné justement la Cour européenne des droits de l'homme, comme vous l'avez cité, au fondement de cette décision, au centre de cette décision est le consentement du peuple sahraoui. Et cela, c'est cela qui nous mène, nous, à dire rien ne peut être fait, rien ne peut être fait sans le consentement du peuple sahraoui. Et ce qui est contraire au consentement du peuple sahraoui constitue une violation des droits internationaux. Et ce qui fait le Maroc, et qui, nous, si on insiste à visibiliser la cause dans ces espaces-là, parce que le Maroc utilise ces espaces pour montrer un grand Maroc ou inclure, par exemple, des territoires occupés dans sa carte, dans leur pavillon, ou pour justement montrer d'autres choses. On a même vu qu'il montre des images de Dakhla pour montrer un nouveau tourisme, alors que nous sommes obligés en tant qu'activistes et présents à la COP de dire non, ce sont des territoires occupés, il faut leur dire, il faut leur citer d'autres exemples d'occupation et de justement informer sur les souffrances du peuple sahraoui et le besoin de ce port qui a besoin la cause sahraoui, souvent oubliée, il faut le dire. Il faut le dire, souvent quand nous on a des facilités pour arriver un peu plus loin en tant que jeunes, car les nouvelles générations sont tout à fait opposés au régime colonial, opposés tout à fait au capitalisme, et ils sont déterminés à aider et à soutenir les peuples opprimés. Et pensez-vous que plaider justement la cause et le droit du peuple sahraoui lors de telles conférences est aujourd'hui indispensable pour rendre justice à ce peuple opprimé justement et occupé? Pour nous, et le centre de nos revendications, se trouve une chose, c'est exiger un espace pour les Sahraouis. C'est-à-dire un espace qui donne en fait la voix aux Sahraouis, que leur voix soit écoutée, qu'elle soit respectée et surtout écouter de première main les souffrances du peuple sahraoui. Car aujourd'hui, c'est vrai que l'espace des Nations Unies, l'espace bleu à la COP, est souvent utilisé pour mener, et c'est une cause que nous partageons, c'est la cause climatique. Nous sommes tout à fait dans la même ligne pour défendre l'intérêt commun et réduire la pollution et les émissions d'effet de serre dans notre planète. Mais la COP est quelque chose de plus. La COP nous donne une force au peuple et aux activistes car nous sommes réunis une fois par an pour lutter contre tous ces termes et que nous avons la facilité parce qu'on partage beaucoup de choses, même pour les indigènes, pour les sociétés locales qui se trouvent un peu partout, que ce soit au Brésil, en Colombie, en Équateur ou même en Australie. Et nous menons un même combat, c'est dénoncer une puissance coloniale ou ex-puissance coloniale et surtout réclamer nos droits. Et, les puissances occidentales ne sont pas habituées que les peuples demandent leurs droits et je pense que les Nations Unies a l'obligation de donner un espace à ces Sahraouis, à nous les Sahraouis, pour justement défendre notre cause et être en égalité d'armes face à une occupation qui se renforce grâce souvent ou très souvent à nos ressources naturelles. Et Ahmadna Abdi, comme vous l'avez dit auparavant, le peuple sahraoui n'a pas été consulté dans cette exploitation de ses ressources qui lui appartiennent. Aujourd'hui, est-ce que tout d'abord, vous avez répertorié les entreprises qui pillent illégalement ces richesses et est-ce qu'elles sont pointées du doigt lors d'une telle conférence à Bakou? C'est tout à fait avec ma collègue Nabila. Nous sommes menés parce que la COP est aussi un espace où malheureusement des puissants de l'industrie pétrolière ou du gaz, des entreprises sont présents aussi, ce qui est un peu contradictoire, mais nous avons même trouvé des entreprises qui se trouvent au Sahara occidental et qui ont malheureusement leur place
même pour sponsoriser une COP, comme a été le cas de Siemens Gamesa. Siemens International a été un des partenaires aussi de la COP et nous avons l'occasion de leur dire en face, s'il vous plaît, quittez le territoire, vous êtes complètement dans la violation du droit international. Et ils ne sont pas les seuls, parce que c'est vrai que le 30% des entreprises qui se trouvent à ce jour au Sahara occidental sont espagnoles, malheureusement, et qu'il y a une grande responsabilité de la part du gouvernement et l'État espagnol pour justement ne pas contribuer à cette occupation car ils ne les aident en rien et que l'Espagne est toujours considérée en tant que puissance administrante. Ce qui nous aide à nous, c'est que le droit international a toujours été de notre côté et aussi de notre côté, il est encore plus à partir du 4 octobre 2024 car cela demande en fait, ou donne aussi à notre seul et légitime représentant le Front Polisario la personnalité juridique pour défendre notre intérêt. Et c'est vrai que toutes ces entreprises présentes au Sahara occidental ont les jours comptés, on va dire. C'est-à-dire que un jour ou un autre, le processus va commencer et les tribunaux vont se remplir de requêtes contre ces entreprises qui se trouvent au Sahara occidental. Et ça sera une bataille gagnée d'avance car le droit international et la Cour de, droit, de justice de l'Union européenne nous donnent raison que ces ressources-là nécessitent le consentement du peuple sahraoui pour être vendues. Et justement, Ahmed Naabdi, pendant que le Maroc justement pille ses ressources naturelles qui appartiennent légitimement au peuple du Sahara occidental, ce même peuple dépend des aides humanitaires des Nations Unies. Est-ce que vous plaidez aujourd'hui pour que ces richesses ou les ressources issues de ces richesses puissent profiter aujourd'hui au peuple sahraoui ? Nous, en tant que jeunes, nous faisons entièrement confiance à notre légitime représentant et qui mène justement à la possible négociation avec ces entreprises, car à ce jour, si quelqu'un peut demander ou s'installer sur le Sahara occidental, doit avoir le consentement du peuple sahraoui via le Front Polisario. Et ce que nous exigeons, c'est vrai, c'est contradictoire à dire aussi à tous ces jeunes et à tous ces diplomates, leur parler d'une situation de réfugiés sahraouis depuis presque 50 ans qui justement vivent des aides humanitaires alors que leurs richesses font des milliards chaque année et eux, ils vivent des aides humanitaires avec un grand contributeur, malheureusement l'Espagne qui joue un double standard, deux poids, deux mesures, un aspect politique mais il y a un aspect humanitaire. Tout à fait contradictoire, mais Dieu merci aussi, l'Algérie est là pour contribuer à l'aide humanitaire et que nous trouvons aussi sur leur territoire de l'Algérie et nous profitons pleinement d'une vie, mais que malheureusement le seul souci, c'est que les aides humanitaires ont cessé aussi d'être accessibles au peuple sahraoui et qu'on a de plus en plus besoin et que malheureusement nous venons à voir que nos richesses, nos propres richesses, contribuent à une économie forte qui fait seulement déployer ses forces politiquement. Ahmed Naabdi, vous avez cité l'Algérie. Outre l'Algérie, beaucoup de pays africains participent à ce sommet de Bakou. Est-ce que vous envisagez de les interpeller afin qu'ils puissent joindre leur voix à la vôtre ? Alors, j'ai eu le plaisir de rencontrer aujourd'hui le président de la Mauritanie en tant que pays voisin justement du Sahara occidental. Et c'est vrai que ça nous facilite la tâche de dire à nous, d'expliquer aux autres personnes à la COP le conflit en disant que vous voyez, il y a deux pays voisins au Sahara occidental, l'Algérie et la Mauritanie, qui reconnaissent pleinement la République arabe sahraoui démocratique et qu'ils ont justement des frontières bien fixes avec un territoire qui n'est pas le Maroc, mais il est bien le Sahara occidental. Mais nous avons aussi le plaisir de rencontrer
des États comme la Namibie, comme l'Afrique du Sud, où les délégations sont pleinement engagées avec notre cause et qu'ils nous invitent dans toutes les réunions pour parler de notre cause. Mais en Amérique latine aussi. Ma collègue, hier, elle avait un entretien avec le Venezuela qui aussi appuie la question du Sahara occidental et qui trouve que nous avons tout à fait le droit d'être dans des conférences internationales et que ça devrait être une réalité. La présence aussi du Front Polisario ou même de la République arabe sahraoui démocratique. Ahmadna Abdi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes porte-parole et responsable des affaires étrangères de la jeunesse active sahraoui. Dans le reste de l'actualité de ce mercredi, le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a affirmé que des canaux de communication indirects avec les États-Unis existaient toujours, et ce une semaine après l'élection de Donald Trump à la présidentielle américaine. Nous avons des divergences qui sont parfois fondamentales et cruciales avec les Américains qui ne peuvent être résolues. Nous devons toutefois les gérer pour réduire leur portée et diminuer les tensions. Les canaux de communication entre nous et les Américains existent toujours. Et aux États-Unis, justement, le transfert des pouvoirs est déjà amorcé. Le président élu Donald Trump est arrivé ce mercredi à Washington, D.C., où il va rencontrer le président Joe Biden à la Maison-Blanche. Voilà, donc le président élu Donald Trump a bel et bien rencontré le président américain Joe Biden à la Maison-Blanche et enclenchant ainsi la première étape du transfert des pouvoirs aux États-Unis. Et pour son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump promet de marquer davantage son deuxième mandat avec de nouvelles personnalités, des fidèles triés sur le volet, à la défense, aux affaires étrangères, mais aussi à l'arrivée d'Elon Musk aux affaires politiques. Les détails avec Safouan Bessabri. En préparation de son retour à la Maison-Blanche en janvier prochain, Donald Trump dévoile progressivement la composition de sa future équipe. La plupart des nominations doivent être approuvées par le Sénat, une procédure que Trump tentera de contourner en procédant à des nominations d'urgence. Ainsi se présente la liste non exhaustive des principales personnalités nommées ou pressenties. Le milliardaire Elon Musk dirigera une nouvelle commission à l'efficacité gouvernementale visant à réduire de 2 000 milliards de dollars le budget du gouvernement fédéral, qui oscille actuellement entre 6 500 et 7 000 milliards de dollars. L'homme le plus riche du monde a promis une transition juste et humaine aux fonctionnaires fédéraux qui seront victimes de ces coupes draconiennes. À la défense, Pete Hegseth, 44 ans, un ancien commandant dans l'armée et actuel présentateur sur Fox News, la chaîne de télévision préférée des conservateurs américains. Il sera le nouveau ministre de la Défense. La députée new-yorkaise Elise Stefanik, 40 ans, sera la nouvelle représentante permanente des États-Unis auprès de l'ONU, une institution que la fervente défenseuse de l'entité sioniste a accusée mi-octobre de croupir dans l'antisémitisme. Élue au Congrès en 2014 à seulement 30 ans, elle s'est peu à peu affirmée parmi les soutiens les plus ardents de Donald Trump. Elle avait refusé de certifier le résultat de la présidentielle remportée en 2020 par Joe Biden. Également pressenti pour le poste de secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Marco Rubio, un ex-adversaire de Donald Trump aujourd'hui devenu allié. Sa nomination risque de déplaire à Kiev. Marco Rubio avait estimé début novembre qu'il fallait mettre fin à la guerre en Ukraine, dans une impasse selon lui. Un deuxième mandat qui promet donc d'être encore plus marqué par la patte du milliardaire américain de retour aux affaires.
Et dans le conflit russo-ukrainien, justement, une bombe placée sous une voiture a explosé et tué un militaire russe ce mercredi à Sébastopol, en Crimée, selon une source de sécurité de Kiev. Le comité d'enquête russe chargé des enquêtes sur les crimes graves a indiqué qu'il traitait ce fait comme du terrorisme et qu'un engin explosif improvisé avait bel et bien explosé, tuant un militaire. Dans l'actualité aussi, avant le G20 qui aura lieu la semaine prochaine au Brésil, plusieurs agriculteurs ont bloqué avec leurs tracteurs le quartier européen de Bruxelles pour protester contre les accords potentiels entre l'Union européenne et le Mercosur et particulièrement contre le volet agroalimentaire. De leurs négociations et tout ça, ils le font. Et le fait que ça reste. Les agriculteurs européens sont en train de payer des années, voire des dizaines d'années de libéralisation du marché agricole européen qui les a soumis peu à peu à une concurrence déloyale, parce qu'on parle aujourd'hui du Mercosur, mais ça s'ajoute à l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec le Canada et d'autres qui sont en discussion, avec le Mexique, avec l'Inde, avec l'Australie. Et si vous cumulez tous les effets, plus les nouveaux échanges commerciaux avec l'Ukraine, la réalité c'est que nos agriculteurs aujourd'hui ne travaillent plus pour nourrir la population européenne. Allez, parlons culture en Algérie avec la poursuite du 27e Salon international du livre d'Alger. En marge de l'exposition d'ouvrages, de nombreuses rencontres thématiques sont organisées. L'une d'elles a porté sur le patrimoine algérien à l'UNESCO, où la participation active de l'Algérie à la rédaction de la Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003 a été mise en avant. L'Algérie a ratifié les grandes conventions internationales. Les grandes conventions internationales de protection et de sauvegarde du patrimoine, notamment la Grande Convention de 1972, qui s'occupe et s'intéresse au patrimoine culturel matériel et naturel, et au patrimoine naturel. Et la Convention de 2003, qui se préoccupe et sauvegarde le patrimoine culturel immatériel. Nous avons inscrit un certain nombre d'éléments sur les listes de l'UNESCO dans le cadre de la mise en œuvre de ces conventions-là que l'Algérie a ratifiées. Entre parenthèses, l'Algérie a ratifié la Convention de 2003 comme premier État au monde dès 2004. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a 185 États environ qui ont ratifié cette convention. Et ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas rien que l'Algérie ait ratifié cette convention comme premier État au monde. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.